Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, c'est la crise. L'immobilier neuf s'effondre, l'accès au logement se complique, la construction patine, les bailleurs sociaux sont à la peine, les aménageurs ont du mal à commercialiser et les collectivités commencent à encaisser le choc. Les observateurs bien informés rivalisent d'observations pertinentes, pronostiquant une crise plus dure que la dernière fois, et se risquent même à annoncer une date de sortie plus ou moins lointaine. Alors les plus libéraux, membres de la profession, qui appelaient il y a peu à l'allègement des contraintes administratives, demandent une action résolue de l'État et vont sans doute bientôt exiger la collectivisation des terres. Mais il y a une erreur sur le diagnostic, car ceci n'est pas une crise. Une crise a un début et une fin, mais il n'y aura pas de sortie cette fois-ci. L'industrie immobilière se confronte aux limites planétaires, comme le paquebot touche l'iceberg que son capitaine faisait semblant de ne pas voir. Il n'y aura pas de fin, car ceci n'est pas une crise, un mauvais moment à passer ou l'ouverture d'une parenthèse. C'est la fermeture d'une longue parenthèse pendant laquelle le béton a coulé à flot, les ressources étaient illimitées, l'argent pas cher et le foncier agricole infini. C'est la fin brutale de la ville facile et le début d'un nécessaire changement de cap. Les difficultés de financement, la hausse des prix des matériaux et le manque de terrain ont trop longtemps masqué un enjeu plus fondamental, la spéculation foncière. Pourtant, le foncier urbain, par nature limité et non renouvelable, ne peut être traité comme un bien ordinaire. Et cette question touche d'autres secteurs, moins visibles que l'habitat, mais tout aussi essentiels. Le marché seul est incapable de produire du logement abordable dans les territoires attractifs, de recycler des friches, de maintenir les commerces de centre-ville, d'éviter que la production ne soit évincée des métropoles, et il ne saura pas non plus encaisser les pertes de valeur liées aux nouveaux risques. Nous sommes arrivés au bout d'un système où la propriété du sol est associée à une spéculation sur des temps de plus en plus courts. Nous devons inventer autre chose, et certains n'ont pas attendu l'effondrement du château de cartes pour s'y mettre. C'est le cas par exemple de la foncière de Belleville, qui travaille sur le temps long de la ville, en investissant dans des projets d'intérêt collectif là où c'est nécessaire. Ville moyenne, village, banlieue, zone périurbaine. Elle intervient sur le financement, mais aussi sur le montage et la gestion des projets liés à l'économie sociale et solidaire, l'inclusion sociale ou les transitions, avec une double exigence: l'équilibre économique et le partage de la valeur, en assumant la recherche d'une rentabilité limitée. Ce n'est pas tout à fait un groupuscule d'illuminés à la tête remplie de rêves, mais une équipe de plus d'une vingtaine de professionnels qui mènent des projets très concrets partout en France, dont certains sont déjà livrés, et qui vient de faire une levée de fonds de 4 millions d'euros. Est-ce que cela change le système ? Non, pas encore. Et Belleville n'a pas l'ambition d'être partout. Mais le modèle peut essaimer en inspirant d'autres acteurs, et il démontre surtout qu'une autre façon de faire la ville est possible. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour à tous les deux. Est-ce qu'on peut peut-être commencer déjà par une petite présentation individuellement ? Ok, bonjour Sylvain. Moi je m'appelle Alexandre Borne, je suis un des 5 cofondateurs de Belleville et j'en suis le directeur général. Et je suis avec Sébastien. Et donc Sébastien de Hilster et je suis donc aussi un des 5 cofondateurs associés aujourd'hui. Et avec également aussi une activité de foncière commerciale de Vatou, qui est une entreprise familiale que j'ai avec mon frère, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, on est en train de parler de la foncière de Belleville, qui peut intervenir à Paris, à Belleville, mais pas que, on va le voir, c'est pas du tout
l'objet. Est-ce qu'on peut déjà expliquer, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, déjà ce que c'est qu'une foncière et peut-être en quoi vous avez une approche un peu particulière? Je commençais, tu peux compléter. Une foncière, on est une société qui achète des immeubles, aussi bien de logements, d'activités, de commerce. Et cette foncière, donc cette société, les achète et les détient sur une durée longue, avec une logique patrimoniale, c'est-à-dire une logique de les garder et idéalement de ne pas les revendre ou de les revendre le moins possible, principalement. Une foncière classique achète, gère et loue ensuite à des locataires. Alors, on voit peu les foncières au quotidien, en tout cas le citoyen les voit peu. On retrouve des foncières notamment dans les marchés du commerce, dans les marchés du tertiaire plutôt, moins sur des questions de logement. Et donc on se distingue de la promotion notamment parce qu'on n'est pas sur un cycle de achat de sol, construction, vente, mais bien éventuellement construction, mais temps long en fait. Et c'est vraiment cet aspect-là qui vient distinguer la foncière du reste. Un acteur un peu particulier, par contre, foncière de Belleville, vous avez quelques partis pris. Ouais. Alors déjà, tu as évoqué le temps long. Ça, c'est essentiel et c'est presque un point de départ pour nous. C'est la volonté justement de casser cette chaîne de l'immobilier qui est souvent très court-termiste. J'achète, je revends, je gagne vite. Et donc la foncière, en tant que c'est un outil vraiment long terme. Notre particularité, d'abord, on est une foncière d'utilité sociale. On est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, on pourra revenir là-dessus, sur ce que ça implique, mais ça porte des engagements tant sur l'objet de la société, dont le premier objectif, avant tout, est de servir l'intérêt général ou servir une cause, soit écologique, soit sociale, voire même économique. Donc c'est vraiment l'essentiel de notre effort et de notre action, il est porté là-dessus. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu commençais à aborder, sur cette question du temps long versus temps court? C'est quoi le problème du temps court? Le temps court, en fait, on peut dire, en miroir à la question de la promotion immobilière, on peut être un très bon promoteur et très bien construire. Pour autant, on est quand même soumis, à l'injonction d'un investisseur qui va lui dire à ce promoteur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'achète, et donc qui dicte aussi son enjeu propre. Le promoteur vient en réaction à ça et il construit ce qu'on lui demande. Et derrière, même s'il peut l'initier, et derrière, il le revend. Et il le revend dans un terme qui est court, qui est 2, 3, 4, 5 ans maximum. Et donc, sa rémunération est faite sur sa capacité aussi à créer une survaleur, quand bien même elle soit raisonnable. Son intérêt, il est de partir plutôt vite. Là où la foncière a un intérêt à ce que son locataire, surtout, ne l'appelle pas trop souvent, soit content, soit stable, ne s'en aille pas. Et donc, elle a un intérêt à ce que son locataire se sente bien. Et donc, c'est inhérent même au statut de foncière, responsable ou non, peu importe. Une foncière de bureau a un intérêt à ce que son locataire de bureau reste longtemps et donc n'ait pas trop de problèmes. Donc, elle investit dans des matériaux ou dans de la qualité, a fortiori, plus que si elle avait eu simplement une logique court-termiste. Donc ça change aussi quelque part la façon dont on construit ou la façon dont on réhabilite. Et dont on gère aussi. Et dont on gère, voilà, puisqu'on retrouve cette logique pour le coup, de temps long, donc de pérennité là-dessus. Alors, ambition, vocation sociale, positionnement, on peut comprendre le support, en tout cas l'objectif. En quoi, dans les faits, ça vous distingue? Est-ce que ça vous distingue sur les objets? Ça vous distingue sur la façon de faire? Qu'est-ce qui... Une distinction, pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre, c'est que sur un opérateur et même les foncières classiques, c'est la création de valeur. À 99%, c'est au profit d'un investisseur, d'un associé, d'un dirigeant. Sur Belleville, on a la volonté justement de faire de cet immobilier. Alors c'est un terme qui est aujourd'hui très galvaudé parce que très utilisé, mais un bien commun, et que cette valeur, quelque part, soit on la crée pas, et en tout cas on participe pas à la spéculation immobilière qui génère beaucoup de défauts dans la construction de la ville, et en tout cas que cette valeur elle soit pas captée par un petit groupe d'associés fondateurs ou pas, mais vraiment à l'usage de l'exploitant, de celui qui va utiliser le lieu, et pas notre usage propre en fait. Alors l'exploitant, donc on a un autre acteur, on peut donner des formes un peu concrètes à ces objets-là, puisqu'aujourd'hui la foncière de Belleville est donc propriétaire de lieux.
Hein ? Est-ce qu'on peut donner un peu la géographie des exemples de bâtiments pour rentrer un peu dans le concret et qu'on comprenne ce qui se passe ? Ouais, on a mis presque, je pense, 3 ans à un peu rationaliser nos investissements parce que beaucoup de choses nous intéressaient. Et finalement, ces investissements, ils se regroupent en 3 catégories qui sont assez, on va dire même 4 catégories qui sont assez simples. Première partie, c'est qu'on investit beaucoup dans les cœurs de ville. Et donc, on a appelé ça des investissements en cœur de ville, cœur de village, dont la vocation est vraiment d'activer, de participer à une dynamique qui recrée de l'activité, du commerce, du logement en cœur de ville qui sont parfois délaissés. La deuxième partie, c'est des investissements qui sont liés à créer, pour nous, à détenir des locaux d'activité qu'on reloue à des loyers les plus modérés possibles à des acteurs de l'ESS, à des artisans, à des acteurs de la culture. Donc ça, c'est vraiment en réponse à... Et ça a un relais fort en métropole, à la pression foncière, qui fait que ces acteurs-là sont repoussés souvent aux frontières. Et le troisième axe, c'est les tiers-lieux. Par la force des choses, sans l'avoir imaginé, on est, nous... un des co-porteurs du projet des Halles de la Cartoucherie avec un collectif et par la force des choses on s'est amené à intervenir sur beaucoup de projets et comme on accorde une forte valeur à la force du collectif, à la force du citoyen et du coup on essaie de réagir à cette initiative locale, citoyenne souvent, et on essaie de l'aider à émerger et à porter son projet. Donc ça c'est un positionnement assez fort aussi. Et le dernier c'est le logement qui finalement nous pousse aussi à vouloir détenir patrimonialement, donc sur le long terme, des logements pour répondre à des problématiques fortes de crise du logement, d'hébergement d'urgence. Donc l'hébergement d'urgence, on n'a pas encore fait, mais on y aspire. On peut peut-être passer par un exemple. On citait la cartoucherie là, comme tiers-lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà ce que c'est, à la fois comme lieu, comme projet, et puis ce que vous y faites en fait là-dedans c'est quoi le rôle de... La cartoucherie, c'est l'exemple peut-être ultime, c'est le premier projet dans lequel est arrivé, quand on s'est rencontrés, même c'est notre rencontre s'est faite par ce lieu-là. Et c'est un tiers-lieu de 13 000 m² avec 4 activités principales qui sont la culture avec une salle de spectacle, du sport. On a la salle d'escalade avec The Roof et UCPA qui aura aussi des espaces dont des terrains de squash. Du coworking, bureau donc sur 3000 m² aussi, et 3000 m² de halles gourmandes avec une trentaine de stands de restauration, place du marché, voilà, donc des choses qui aujourd'hui commencent aussi à voir beaucoup un peu partout, mais avec là une dimension aussi donc qui est portée par un collectif et qui est portée par les exploitants à l'origine, qui avaient remporté le concours auprès de la mairie. Et le premier rôle de Belleville dans ce projet-là, en fait, c'est d'avoir aidé à financer le projet et à le concevoir, vraiment à le structurer, à rassurer les collectivités, à rassurer les financeurs, que ce soit les banques ou la Caisse des dépôts, de participer en disant qu'il y avait un acteur derrière qui maîtrisait l'immobilier et qui saurait finalement coordonner tout le monde. Ça, c'était la première étape. Très vite aussi, la deuxième, finalement, on est rentré dans la gouvernance. On n'était pas juste un acteur immobilier qui détient les murs et qui regarde en dessous ses exploitants se démener pour sortir un projet. Donc, on est présent à la gouvernance de l'outil immobilier, mais très vite, finalement, on s'est retrouvé aussi embarqué dans toute l'exploitation et on est aussi associé, par exemple, dans la partie Halles gourmandes Festa. Et aujourd'hui, on restructure même tout le reste de l'immobilier sur une structure qui s'appelle Cosmopolis. Donc, les deux sont organisés en SIC. Où on est associé et on participe vraiment à l'exploitation du lieu. Donc ça, c'est aussi une différence qu'on a en tant que foncière par rapport à d'autres. Normalement, les foncières ne participent pas à l'exploitation. Là-dessus, il y a une grosse réhabilitation quand même de 20 millions d'euros de travaux et ça, Alexandre a beaucoup bossé sur le projet, sur la partie technique, monter le CPI, choisir le promoteur, on va faire la programmation aussi technique en relation avec les bureaux d'études, les architectes. Donc ça, c'est une partie qui est très importante parce que Belleville aide à sortir les projets immobiliers aussi sur ces notions techniques qui sont finalement pas simples. On se dit que c'est facile, on fait un devis par une entreprise et on y va. Il y a beaucoup de choses à penser. Et aujourd'hui, donc, le lieu va ouvrir le 1er septembre et on participe vraiment à toutes les étapes avec l'équipe toulousaine qui passe beaucoup de temps et qui aide aussi à vraiment structurer le projet. Donc il y a à la fois cette question de propriété de temps long, il y a la question du financement, la maîtrise d'ouvrage des travaux, la gouvernance, jusqu'à une partie de l'exploitation en tout cas, même s'il y a des exploitants sur le lieu.
je suppose, comme d'habitude, vous allez me dire que ça c'est un projet qui est singulier, mais comme tous les autres. En quoi est-ce que c'est un bon exemple de ce que vous faites, ou au contraire une exception en termes de taille peut-être, de localisation, ou en soi c'est un peu... C'est là où c'était un premier projet, donc quand en fait on s'est rencontrés sur le projet, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. On a croisé, on parlera peut-être tout à l'heure, nos convictions sur l'immobilier. Moi, ça m'a beaucoup éclairé parce que je viens de l'immobilier de commerce et je suis arrivé sur le projet pour aider à le financer. Et j'ai découvert beaucoup de choses derrière. C'est ce projet-là qui nous a beaucoup emmené vers les tiers-lieux, comme disait Alexandre, parce qu'on a une visibilité très forte d'accompagnateurs de tiers-lieux. Donc on en a un certain nombre dans notre portefeuille de projets. Il est singulier parce qu'effectivement c'est un gros projet, mais il y en aura d'autres. Et par contre, c'est vrai que là où, comme tu le disais, c'est la singularité. On n'a pas deux projets qui se ressemblent et on ne veut pas avoir deux projets qui se ressemblent. Aujourd'hui, on travaille sur des projets qui arrivent avec un bâtiment qui est déjà avec une idée de programmation sur laquelle on peut donner des coups de main. Mais on ne veut pas dupliquer un projet qu'on a déjà fait. Peut-être rebondir là-dessus, c'est que en fait, c'est pour ça je dis qu'on a mis 3 ans à rationaliser, parce qu'ils sont singuliers, mais pour autant, c'est un tiers-lieu et on intervient sur d'autres tiers-lieux. Ce qui est important de noter, c'est que nous, on ne se substitue pas aux porteurs de projets, aux collectifs citoyens, etc. Et donc, on vient plutôt en réaction et on essaie de structurer les choses. Mais on découvre, en tout cas, des points très communs sur tous ces lieux. Et en fait, on commence à avoir des réactions un peu... on va dire des automatismes, si on peut dire, sur des projets qui sont systématiquement très axés autour d'une volonté citoyenne. Donc un porteur de projet souvent qui ne vient pas de l'immobilier et qui se retrouve en tant que chef d'orchestre, une ou un chef d'orchestre qui se retrouve à la manette de tout le projet financier, construction, exploitation, modèle éco. Et comme nous on le voit bien, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est impossible de réunir toutes ces compétences, souvent s'expose beaucoup humainement. Et donc notre premier point d'alerte, et on l'a tous les jours et on l'a déjà expérimenté à plusieurs reprises, c'est comment déjà voir ça, identifier, attention, il y a un point de risque ici, et le risque il est souvent humain avant tout. Comment on peut essayer de... Et notre intervention, qui parfois peut paraître comme une sorte de un peu professionnelle, elle a son intérêt dans le sens où on est neutre et qu'on est investi pour que le projet sorte, mais pour autant on est moins c'est moins émotionnel pour nous, même si on y met beaucoup d'énergie, et donc du coup on peut rationaliser un peu, et parfois ça peut permettre aussi aux porteurs de projet de prendre un peu du recul. Et des exemples comme ça on en a plein, c'est pas que ça, mais on essaye aussi de pouvoir dire, et c'est difficile, hein, mais de pouvoir trouver, et on a fait plein d'erreurs, mais voilà, trouver la bonne place pour chacun, y compris la nôtre, et on l'a pas toujours trouvé, mais on y travaille. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'un projet ou un lieu vous intéresse? Voilà. Au-delà de ces thématiques d'une vocation sociale, qui est un propos très générique, mais en tout cas d'utilité sociale ou d'utilité collective, qu'est-ce que ça induit quelque part derrière dans vos choix de positionnement, et finalement dans la spécificité par rapport à une foncière classique dans l'approche ou dans le montage? En fait, et on peut rentrer dans le gras du truc et dans les trucs techniques. Il faut, parce qu'en fait, là on dit souvent le diable est dans les détails. Ouais. En fait, déjà le seul truc qui nous intéresse, c'est la finalité, on dit sociétale, j'en sais rien, la finalité de quotidiennement, il va se passer quoi dans ce lieu, et qu'est-ce qui fait que, parce que tu habites à côté, tu vas pouvoir y trouver ton compte, qu'est-ce qui fait que, en tant que... Si t'es une femme seule, tu vas pouvoir y aller. Si t'es une famille, qu'est-ce qui fait? Oui, mais il y a plein de projets nécessaires socialement qui pour autant sont pas viables et peuvent pas marcher. Bien sûr. Et vous êtes soumis à une économie, même s'il y a moins d'attentes de... Bien sûr. Alors le préalable, c'est déjà à quel besoin il répond. Et ça, nous on met une grosse énergie avec plusieurs personnes au sein de la boîte qui sont très acculturées à ça. Et ça, pour moi, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, le gros point de risque aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, qui s'oriente vers l'impact à tous les coups, c'est de ne pas savoir diagnostiquer correctement ce qui est un vrai projet engagé de ce qui n'en est pas un. Donc ça, c'est énorme comme travail de notre côté. Et une fois que tu as fait ça, c'est après d'analyser sa fiabilité humaine, économique, son ancrage. Et donc, je
On a une série par exemple de no-go, par exemple le portage politique, on peut en parler aussi. S'il n'y a pas de portage politique, pour nous c'est un gros problème. Si la démarche elle est contraire à la protection de nos ressources naturelles, c'est un gros problème. Si le porteur de projet unique est en train de se griller, c'est un gros problème. Si il a ou elle n'a pas les compétences financières ou n'est pas bien accompagné, on va essayer d'orienter les choses, etc. Donc en fait, on s'inspire aussi beaucoup de l'analyse de risque de n'importe quel investisseur parce qu'on n'est pas exempt de cette nécessité de bien investir, d'être précautionneux en termes de rentabilité économique. Pour autant, on en attend un peu moins, mais on en attend quand même. Nos projets sont tous à l'équilibre, c'est pas des utopies, c'est des projets réels. Et donc, on va être très très attentif à ça. Par contre, tout ça ne sert que l'objectif premier, qui est le besoin auquel on veut répondre ou auquel le porteur de projet veut répondre. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, on parle beaucoup de projets tiers-lieux, finalement, sont des projets très collectifs. On a besoin aussi de projets où on est un peu plus autonome, un peu plus seul. Faire du logement, on peut le porter seul, on n'a pas besoin d'être tout un collectif pour rénover un immeuble de logement. Et donc, on a besoin aussi de panacher ou diversifier un peu nos investissements pour pas qu'on soit toujours en risque, parce que le risque de casse existe et il est réel aussi dans certains projets. On peut revenir sur l'économie d'un projet. On a bien entendu un moins d'attente en termes de rentabilité pour l'investisseur, que vous êtes aussi. Quoi qu'il en soit, il faut que ça tienne. Est-ce qu'en face, justement, parce qu'il y a un portage politique, une vocation sociale, dans l'équation, on a aussi des formes de facilitation par les collectivités locales, par des modes de financement. Là-dessus, c'est comment tiennent ces équations alors qu'on a des usages qui sont aussi avec des recettes locatives, si ce n'est léger, en tout cas risqué, quoi. Ouais, je reviens juste sur le portage politique. C'est en tout cas pas une opposition politique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets où on discute avec la mairie, mais il n'y a pas de portage financier, il n'y a pas de... Il n'y a pas nécessairement un engagement. Mais en tout cas, on veut être sûr que politiquement, et donc ça veut dire que le territoire accueille ce projet avec bienveillance. Sur le modèle économique, on est très très proche de ce qui peut se faire ailleurs, sauf que encore une fois la finalité n'est pas la même. Et on a quand même des accompagnements du fait justement, je pense, de faire un projet pas pour s'enrichir nous, d'avoir une capacité aussi à capter les subventions, mais qui est aussi la capacité à savoir où elles sont et finalement à taper à la bonne porte. Et souvent on est même bien accueilli parce qu'il y a des poches de subventions où c'est compliqué de trouver les bons projets et pour les personnes qui les distribuent de savoir que cet argent va être bien utilisé. Je pense à l'Agence nationale cohésion des territoires, donc la NCT, avec qui on travaille régulièrement et finalement on a des très bons échanges qui permettent Là c'est un vrai support et ça nous a permis de sortir des projets ou le fonds Friche aussi, ou à Verdun par exemple, si on n'avait pas eu des subventions sur ce projet-là, économiquement il était vraiment trop en dessous de ce qui est possible de faire, ou ça aurait été la collectivité qui aurait dû le porter, mais avec des rendements à 3%, et nous on considère que c'est de l'argent public qui est potentiellement mal utilisé, parce qu'un acteur privé et en co-association avec la Caisse des dépôts peut le porter sans utiliser l'argent public, en dehors des subventions, mais qui ont un vrai usage pour le territoire à la fin. Et économiquement aussi, pour bien le comprendre, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait des projets avec de l'endettement bancaire. Généralement, on a 70% de dette bancaire, 30% de fonds propres. Et en fait, l'effet bancaire, qu'est-ce que ça génère ? Ça génère des remboursements d'échéances tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Et en face, on met des loyers. Et nous, notre objectif, c'est de baisser le plus possible quand même ces échéances bancaires pour pouvoir baisser le plus possible les loyers, de trouver un juste équilibre. Quoi qu'il en soit, il y a une mobilisation de fonds propres. Ouais. On le disait tout à l'heure, c'est bien de faire des tiers-lieux compliqués, avec des groupes d'acteurs, etc. Et on le sait, dès qu'on rajoute un acteur autour de la table, on rajoute du risque. C'est spécifique à la vie humaine. À la vie humaine collective. Et dès qu'on en rajoute un, on prend un an sur le projet et on multiplie par 2 les risques d'échec. C'est des chaînes, donc plus on multiplie les maillons, plus on a de risque de rupture. Donc la mitigation, c'est aussi de panacher dans les typologies de projets. Quoi qu'il en soit, il faut des fonds propres. Et quelque part, la gestion de votre risque... elle est associée au fait d'avoir de nombreux projets pour qu'il puisse y avoir des échecs quelque part. A priori, vous n'en avez pas eu trop au début, puisque vous êtes encore là. Comment vous gérez ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, sur le passage à l'échelle, il y a des sujets
C'est quoi votre rapport à la demande, etc. etc. C'est quoi aujourd'hui la tendance où vous voyez dans 5 ans, etc. Écoute, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la demande, alors nous, on n'essaie pas de se développer, on essaie de répondre à un besoin, et ce besoin, il est croissant. Donc si aujourd'hui, qu'on parle de tiers-lieux, de besoin de locaux d'activité pour les entrepreneurs, les artisans, la culture, ou qu'on parle de logement, ce besoin, il est croissant. Donc il faut qu'aujourd'hui, on ne va pas manquer de boulot tant qu'on sert bien cette cause. Donc on a besoin de plus en plus de fonds propres, évidemment. On a réussi, avec l'aide de tous les associés, par des spécificités qui nous sont assez propres, finalement on a réussi à lever environ 9 millions sur les 3 premières années, qui nous ont permis de flécher ces fonds propres vers nos projets, comme l'a dit Sébastien, avec appel à de la dette. Maintenant, devant nous, on a un nombre encore énorme de projets qui nécessitent un nombre important de fonds propres. Et donc on est vraiment en train de travailler ça, et ce passage à l'échelle, on a vraiment vu à quel point ce qu'on fait aujourd'hui est d'une amorce intéressante pour aujourd'hui démontrer aussi que la chaîne de l'immobilier peut changer. On n'a pas la prétention de la changer nous-mêmes, mais on peut participer à la changer. Et on a des exemples concrets d'immeubles qu'on a achetés au prix du marché et qu'on a reloué bien moins cher que le prix de marché. Et que ça a même intéressé des fonds d'investissement. Ça continue à intéresser des fonds d'investissement. Ça a intéressé la Caisse des dépôts, ça a intéressé plein de gens dans la chaîne de l'immobilier ou la chaîne de la finance. Et donc on voit bien que tout ça est là, et les capitaux sont là, les liquidités sont là, qu'il y a une injonction aussi à flécher des capitaux vers la finance solidaire ou vers les investissements solidaires. Et donc nous on est au milieu de ça, et on a un enjeu à continuer à démontrer qu'on est capable de capter ces capitaux et de les flécher vers le bon endroit réellement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pas à moitié ou réellement vers des projets qui ont du sens. Et donc notre chemin qu'on est en train de tracer, qui est aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir capter plus de capitaux nous-mêmes ou avec des partenaires, et les flécher vers les projets qu'on a devant nous et qui sont nombreux en fait, qui sont énormes. C'est quoi les freins aujourd'hui? Donc celui-là, à avoir finalement cette matière première de l'immobilier, de la foncière, qui est un moment d'avoir les moyens d'investir pour avoir un stock croissant. Aujourd'hui, c'est quoi vos difficultés, que ce soit rapport au marché, au territoire ou à l'organisation? Je rebondis juste là-dessus. Ce qui est amusant, c'est que dans l'immobilier classique, ce qui est difficile, c'est de trouver les projets, c'est pas de trouver l'argent. Nous, depuis qu'on a créé Belleville, en fait, on a énormément de sollicitations, et c'est quelque chose qui est vraiment assez exceptionnel, donc on n'a pas de difficulté là-dessus. Après, les difficultés, Alexandre le disait tout à l'heure, c'est d'être sûr d'aller sur les projets qui sont engagés et dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de projets où les gens sont engagés, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et certains se trompent en fait sur l'usage qu'ils ont, en croyant faire ce qu'il faut sur le territoire, mais ils peuvent être hors sol. C'est le plus dur. Ouais, ça c'est vraiment le plus dur, parce que c'est très très compliqué, un porteur de projet qui va faire un projet ultra positif, culturel dans un quartier, mais finalement qui va s'adresser à tout le monde sauf aux gens du quartier. Et dans les tiers-lieux, il y a des polémiques là-dessus sur est-ce qu'on ne fait pas des endroits pour bobos, et que finalement la personne qui vit à côté, elle s'y retrouve pas du tout. Donc quand on crée un lieu, on a notre point d'attention ici, mais il y a un moment aussi, quelque part, c'est les gens qui s'en emparent de ce là. Donc comment on fait pour que ce soit les personnes qu'on vise vraiment qui s'en emparent. Après, parler d'organisation, c'est vrai que Belleville, c'est à 3 ans. Alors aujourd'hui, on est une petite trentaine, associés compris. Donc c'est une société qui est en croissance avec tout ce que ça peut engendrer, mais ça, pour le coup, je trouve que c'est bien géré. Ça se passe quand même très bien. Et les points d'attention qu'on peut avoir, nos porteurs de projet ont, c'est le sacrifice personnel par rapport à cette tâche de devoir changer les choses, et où on peut personnellement s'oublier. Quand je dis en termes d'associés, on est 5, on fait attention à ça, même si on y a mis beaucoup d'énergie, et on a trouvé un bon équilibre. Mais au niveau de nos équipes, ça peut être aussi difficile de s'engager quand on ouvre un lieu en exploitation et qui est ouvert 7 jours sur 7 avec une programmation culturelle dingue. De se dire non, en fait il faut que je pense aussi à moi, parce que sinon ça pète sur le long terme, le lieu en pâtit.
Ça, c'est des vraies difficultés et c'est quelque chose que tous les porteurs de projets qu'on rencontre traversent à un moment donné. Peut-être aussi pour compléter, la complexité du projet, ça aurait pu être de trouver des fonds et des capitaux, même si on y travaille dur. Globalement, il y a beaucoup de liquidités, donc on trouve. Trouver des projets, tu l'as dit, on n'a pas ce problème. La question, elle est aussi de trouver notre place. Donc c'est difficile et c'est très difficile. C'est-à-dire, aujourd'hui, on intervient sur un projet, comment on vient avec une approche professionnelle, sans brusquer les intentions initiales, comment on essaye aussi de faire comprendre que parfois l'intention initiale elle est bien, mais l'organisation qui a été mise en place elle n'est pas forcément fonctionnelle. Comment on peut dire à un porteur de projet, pour être concret, c'est peut-être contre-productif que tu ailles voir toutes les banques de France pour défendre ton projet parce que sur ta tête il y a écrit que tu n'es pas un financier, donc accepte de lâcher cette partie-là, fais confiance, et en même temps comment nous on inspire confiance, comment on n'est pas en train d'être trop, de venir écraser trop le collectif. Donc c'est hyper dur, on n'a vraiment pas trouvé la recette là-dessus, puisqu'il n'y en a pas de recette, mais on n'a pas encore... donc parfois voilà, on fait des tests, mais globalement, et tu l'avais dit, notre spécificité aussi, dans les détails, c'est que on est attentif à ça. Et donc on est attentif à laisser une bonne place, le maximum de place en fait aux porteurs de projets, y compris autour de table d'investisseurs. Donc ça pose plein de questions, parce qu'un porteur de projet qui est exploitant et investisseur, voire même parfois investisseur majoritaire, ça pose plein de questions. Ça a été complètement balayé par tous les autres investisseurs parce que c'est un gros warning. Nous, on dit qu'il y a une grosse richesse aussi à ça, mais on doit la rationaliser aussi et c'est hyper dur. Donc, c'est hyper dur aussi. Dernier point, je pense, sur nos difficultés rencontrées, c'est de pouvoir faire comprendre notre modèle économique et de trouver la bonne manière de parler d'argent aussi avec des projets qui sont des projets engagés. Et donc finalement quand tu fais un projet engagé, limite c'est tabou de se payer, c'est tabou d'être trop payé. Et donc comment on fait nous pour trouver notre bonne place à la fois dans notre grille de salaire interne. Finalement dans la finance et l'immobilier, les salaires sont délirants et donc on essaie de dire ben non, c'est beaucoup trop, mais il faut qu'on recrute des talents aussi. De l'autre côté, quand on est dans l'ESS, on a des salaires qui sont trop élevés, mais nous on dit oui, mais en même temps il faut que tout le monde puisse vivre, partir en vacances, avoir une famille, etc. Et comment on trouve cette place, y compris, donc là c'est l'interne, mais c'est y compris aussi nous en tant qu'entreprise vis-à-vis de nos partenaires et nos associés, où on doit dire bah oui, mais si vous voulez qu'on soit bon avec vous et qu'on soit professionnel et qu'on vienne avec un gros retour d'expérience, il faut qu'on soit aussi rémunéré correctement, puisque les équipes ne soient pas toutes en train de cramer, et qu'elles n'aient pas trop de projets non plus, etc. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire ça, mais dans les faits, parfois c'est difficile, ça nécessite une énorme pédagogie auquel on n'est pas encore 100% arrivé. Vous vous retrouvez un peu entre deux mondes là ? Vous faites un peu les passeurs entre le monde de la finance, de l'économie, de l'immobilier, et puis ces mondes d'idées et d'engagement qu'on va retrouver dans pas mal de territoires avec des couleurs différentes. Mais on est entre les deux mondes, mais je pense que c'est aujourd'hui le point fort de Belleville, c'est de faire le lien entre les deux mondes. En fait, on n'est pas dans un no man's land entre les deux. On a un pied de chaque côté, et on joue beaucoup ce rôle de traduction. Justement, la cartouche dont je parlais, et on le retrouve sur beaucoup de projets, de dire quand il y a un collectif presque associatif, il y a des villes, il y a des financiers qui voient ça comme des gens qui sont pas du tout de leur monde, avec un risque si ça pète, ils se mettent de travers, qui créent une ZAD. Voilà, c'est quoi ces gens-là? Et nous, on arrive à rationaliser en disant non, ils sont comme vous, ils ont juste un engagement peut-être supérieur, mais ils savent qu'on est dans un monde économique. Pour une pérennité, il faut un modèle économique. Et à l'inverse, au niveau du collectif ou des gens de l'ESS, on arrive à traduire les besoins ou les craintes que peuvent avoir des financiers ou des collectivités. Et leur dire c'est normal, et c'est à nous aussi de jouer avec ces rôles-là et d'adapter, de trouver les bons modèles. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je trouve qu'on arrive à innover sur des choses où il nous reste encore beaucoup de choses à innover, comme la lucrativité limitée. Aujourd'hui, Belleville est une SAS, donc il y a des engagements pour les associés de ne pas s'enrichir, mais en fait c'est des processus qui n'existent quasiment pas juridiquement. Pour le faire, il aurait fallu qu'on se crée même en SIC. Et en fait, on a freiné là-dessus en se disant, au niveau des financeurs, la lecture de la SIC est compliquée, est-ce qu'on va réussir à lever des fonds? Et c'est pas simple. Et en fait, on essaie de trouver justement des solutions qui sont à cheval sur les deux mondes et qui sont finalement innovants, parce que c'est compliqué d'être des deux côtés, et même mentalement, c'est compliqué d'être de deux côtés. De temps en temps, on est un peu schizophrène, donc faut qu'on y arrive, mais ça
ça avance bien et je pense qu'on est reconnu aussi pour ça, vraiment du côté de l'ESS et du côté plus traditionnel. Reconnu, appelé, hein, tu le disais tout à l'heure, nous, contrairement aux autres, on ne court pas après les projets, ils viennent à nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres passeurs, pas d'autres traducteurs comme ça aujourd'hui sur le territoire. Parce que dans ce passage à l'échelle, quelque part, il y a aussi potentiellement le fait d'avoir d'autres acteurs qui répondent en plus de vous. Quand il y a pléthore de besoins, c'est plus des concurrents, ça devient des alliés qui permettent d'avancer. Carrément. Il y en a d'autres qui sont positionnés Ouais, bien sûr, on est plutôt dans les derniers que dans les premiers. Hein. Enfin, on nous dit souvent qu'on n'a pas de concurrents. On s'est dit d'ailleurs, il n'y a pas de concurrence. Ce qui est dangereux, c'est, à mon sens, là je vais parler de manière très personnelle, c'est les projets qui disent qu'ils font mais qui ne font pas. Ça, je trouve ça dangereux parce que ça trouble complètement la lecture de quelqu'un qui n'est pas forcément acculturé au détail de ce que c'est qu'une foncière engagée ou d'un acteur engagé. Mais pour répondre, nous on s'est largement inspiré de gens comme, et on les a beaucoup cités, Terre de Liens, Village Vivant, on s'est beaucoup inspiré d'éthique, on s'est beaucoup inspiré de Habitat Humanisme, de la foncière Chenley, et ces gens-là, il y en a plein d'autres, hein. Il y a des bailleurs sociaux aussi par exemple. On a juste dit, nous, on est 5, on vient de ceci, de la finance, de l'architecture, la construction, on a un chemin à prendre, on a pris celui-là. Par exemple, on s'intéresse beaucoup par Antidote, qui est une foncière aussi un peu plus radicale. Il y a des gens qui disent, nous, on ne fait pas appel à la dette. C'est trop bien. Limite, allons-y aussi, mais pour l'instant, on n'a pas réussi. Donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est on joue avec nos cartes. Ces cartes nous ont amené à considérer qu'il fallait utiliser le système tel qu'il est pour le changer aussi, pour participer à le changer, notamment le système capitalistique et le système financier. Donc on essaie de l'utiliser et on le fait autant qu'on peut pour servir tous la même cause que tous ces gens essaient de servir. Et donc on s'inspire aussi de ce que eux font parfois de manière plus radicale. Et tous les gens que j'ai cités sont les gens avec qui on collabore de près ou de loin. Solifab, j'ai pas dit, mais SNL Prologue, on doit aller voir là tout à l'heure. C'est que des gens géniaux, mais on s'inspire, on se partage les bases communes, j'ai pas cité. On a des groupes de travail. Tu vas de toute façon en oublier. C'est dur. Je vais en oublier. mais c'est des gens, j'ai cité bases communes ou bien commun, c'est des gens avec qui on a un groupe de travail, avec Village Vivant aussi, qui a un groupe de travail qui s'appelle En Commun, qui est un groupe de travail dédié où on se partage tout. C'est encore une fois personnel. J'aurais du mal à partager tant que je ne sais pas le fond de l'engagement. Et je vais vous donner un exemple. Tous les gens que j'ai cités nous font confiance et on les remercie pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est une SAS. On est une SAS CESUS, certes, mais on est une SAS et on est détenu par 5 personnes physiques. Et donc, ces 5 personnes physiques sont actionnaires d'une entreprise qui peut avoir une valeur et qu'on aura une autre. Aujourd'hui, elle a la valeur qu'elle a aujourd'hui. Demain, elle en aura une autre. Et si jamais on revend, on récupère l'argent et on s'en va. Donc, évidemment, on a pris des dispositions avec les associés qui sont des dispositions fortes. On est en train de signer notre pacte qui implique un transfert total et gratuit de nos parts à un outil qu'on est en train de créer non lucratif, qui peut aussi bien être une SIC qu'une fondation actionnaire, qu'un fonds de dotation. Donc finalement ça peu importe, mais ce qui est clair c'est qu'on ne s'enrichira pas personnellement sur le dos de Belleville et des subventions qu'on a touchées, etc. Donc je dis merci aux gens qui nous ont fait confiance aussi, parce que les gens que j'ai cités savent très bien, le monde coopératif sait très bien, ils sont tous en coopérative, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a une impossibilité de s'enrichir sur le dos de l'outil. Et donc nous on prend les dispositions pour acter ça, mais il y a des gens qui savent pas ça. Parfois, à l'inverse, je suis ultra surpris que beaucoup de gens avec qui on collabore, que ce soit politique ou autre, ne se rendent pas compte et n'aient pas cette culture ou ce niveau de lecture du détail de savoir qu'en fait, ils parlent à une SAS potentiellement détenue par 5 personnes physiques. Donc, c'est quand même un biais important dans la lecture de ce que c'est qu'un projet impact ou de l'ESS. Et finalement, ça vous préoccupe plus vous que vos interlocuteurs, sans doute parce qu'ils vous font confiance. Ou les puristes qui savent, quoi, et ceux que, voilà, ces gens-là savent, et du coup, ils nous en parlent, évidemment, rémunération interne, rémunération des dirigeants, une carte de salaire, tout ça, on parle que de ça avec ces gens-là, et c'est trop bien.
Mais c'est plutôt ceux qui posent pas la question qui est inquiétant. Et en fait, c'est pas une critique, mais ça veut dire qu'il faut que dans le monde dans lequel on est, où on sort un peu du développement durable, RSE et compagnie, et on rentre un peu plus dans le détail, maintenant on parle d'impact, ben dans ce niveau-là, oui, l'impact affiché vers l'extérieur, c'est A ou B, mais à l'interne, quel est ton impact en interne avec tes propres salariés, il y a énormément de choses à regarder. Hein. On peut revenir sur ces 5 là, 5 mousquetaires là, avec en plus des positionnements hybrides, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas que dans Belleville. Certains d'entre vous, tu le disais, des activités qui continuent ou en tout cas qui sont en parallèle. Et pourquoi pas Je vais devenir le prochain concurrent de Belleville en fait. Non, mais dans l'idée de garder les portes ouvertes. C'est quoi votre histoire personnelle en fait? À quel moment est-ce qu'on se dit que dans une carrière professionnelle, au-delà de claquer la porte, on se dit qu'on va faire un truc aussi compliqué? Alors ça, parce que vous n'avez pas... on l'aurait pas fait. Non, écoute, en fait, peut-être... et tu complètes parce qu'on a des histoires qui se rejoignent. Peut-être chacun votre histoire. Non, ouais, bien sûr. En fait, on est... sur les 5, on est 4 à s'être connus à l'école et on a fait nos études ensemble dans l'urbanisme et le bâtiment. Et puis on a pris des chemins différents. Et chacun, François dans l'archi, Jérémy dans l'ESS, Adrien dans le logement social, moi plutôt dans les projets immobiliers. Et en fait, au fil de pas mal d'années, au fil de ces années, on a... Moi, je parle de frustration, mais après, chacun aura son mot. Mais en tout cas, difficulté à comprendre vraiment pourquoi on faisait ce métier et pourquoi on investit, pourquoi on fait du bureau, pourquoi on fait du bureau neuf alors qu'il y a du bureau vide et qu'il n'y a pas de logement, enfin, et des trucs de base. Et donc, ça nous a amené aussi à réfléchir à la question de la gentrification, à plein de trucs, plutôt des sujets de société qui nous ont dit, en fait, la meilleure manière de mieux comprendre tout ça, et ce serait peut-être qu'on le fasse nous-mêmes et qu'on le fasse à petite échelle parce qu'on n'imaginait pas faire plus gros au début, et simplement en maîtrisant tout. Et ça, c'est important, et je pense qu'on reviendra aussi sur la question de la chaîne de valeur, mais on a voulu maîtriser la totalité de la chaîne de valeur. Et vu de ma fenêtre, mais tu complètes Seb, après, Jérémy travaillait sur les halles de la cartoucherie, et on était... Jérémy avait participé à cofonder ce projet, en tout cas il avait rejoint le collectif, puis il a appelé Sébastien à l'aide, on ne se connaissait pas, pour accompagner au financement, chose qui a été faite, et c'est Sébastien qui a largement participé à faire financer un projet qui quand même était depuis longtemps sur la table des banques. Et nous, on était en train de monter Belleville, qui prenait un chemin, et voilà, après la complémentarité des compétences en rencontrant Sébastien a été encore plus logique, puisque voilà, ça était venu avec une énorme compétence dans un autre domaine, et la somme de tout ça, pour nous, c'était une évidence que c'est pas exhaustif, mais en tout cas, c'était un démarrage intéressant comme compétence pour pouvoir répondre aux enjeux et aux enjeux qu'on s'était fixés. Voilà, et ce qui est assez amusant, c'est que ça s'est créé assez naturellement, c'est que les 5 associés, en fait, on arrive à maîtriser l'ensemble. Alors, on parle de chaîne de valeur, mais c'est pas une question de valeur financière, mais plus de tous les éléments, tous les maillons de la fabrique de la ville et de l'immobilier. Et ça, c'est un parti pris aussi de vouloir maîtriser ça. Mais parce qu'en fait, tous les 5 autour de la table, quand on s'est posé, on s'est dit, toi tu sais faire ça, toi tu sais faire ça. Et donc on s'est dit, en fait, on sait tout faire, c'est pas vrai, hein. Mais on sait, en tout cas, on a une connaissance d'un certain nombre de choses. Moi, ma connaissance, par exemple, c'est le commerce, et c'est comment. Je parle de financiariser l'immobilier. Et je disais avant de connaître Belleville que je faisais de l'immobilier grâce à la finance comparé aux très gros de la place qui font de la finance grâce à l'immobilier. Donc je le trouvais super vertueux. Mais sauf qu'en fait, il y a un bout d'un moment, moi j'arrivais à un stade, je suis dans ce métier depuis 2004. Je me disais, mais en fait, tu fais de l'immobilier, mais ça sert à quoi de faire de l'immobilier? Et quand on s'est rencontrés, quand je fais ce programme de la cartoucherie qui est monté par les exploitants, qui crée l'objet sur mesure pour l'exploitation, en disant, mais en fait, l'immobilier, c'est ça, c'est le bon sens, il est là, c'est de faire de l'immobilier pour quelque chose et pas juste finalement, pourquoi faire pour enrichir quelqu'un à la fin. Donc on se retrouve là-dessus, et finalement ce qui est très difficile, donc là je reparle de chaîne de valeur du coup, c'est que quand on laisse passer un maillon, il y a une valeur qui peut être créée, qui peut s'enfuir, et c'est forcément à la fin, c'est au détriment des utilisateurs finaux.
Et quand je dis utilisateur final, c'est pas forcément même exploitant, hein, c'est celui qui va prendre son litre de bière avec ses copains. Et donc on arrive à ça, et là en essayant de maîtriser le plus possible, on essaye de justement réduire les coûts, les intermédiaires. C'est presque du commerce équitable de l'immobilier finalement. Oui, vous faites de la désintermédiation. Mais avec par contre avec un esprit ultra collaboratif. Quand on regarde le nombre d'acteurs qu'on a sur chaque projet, c'est énorme. C'est gigantesque, même parce que on sait aussi qu'il faut aller chercher les compétences ailleurs. Et chercher la bonne compétence ailleurs peut permettre de faire des économies sur le projet et de ne pas se tromper. Et peut-être pour compléter sur la place de Sébastien, mais en fait nous ça drive un peu aussi notre position dans le monde entre l'ESS et le monde classique. Déjà on revendique cette place un peu entre deux que tu évoquais, parce que je pense que si on veut participer à un changement un peu plus systémique, c'est en allant chercher aussi les deux mondes. Mais aussi c'est pas qu'on est contre, mais on n'aime pas trop la position un peu dogmatique, full ESS, non local ESS, etc. Ce que je critique pas, parce que c'est très bien de faire que ça aussi, mais je sais pas, un pizzaiolo, il crée 2-3 emplois, il a une valeur, donc il faut des purs ESS aussi, mais nous on aime bien aussi aller comprendre l'ambiguïté, la complexité de qu'est-ce qu'il y a derrière la création d'une entreprise, et donc finalement ça a sa valeur. Et Sébastien, moi je parle, mon avis sur Devatou, c'est que c'est une foncière familiale qui fait très bien son métier depuis toujours, qui a fait sans rien dire, sans communiquer, ses rabais de loyer quand un locataire est en difficulté, qui a pris ses positions d'investisseur de bon sens, citoyen. Voilà, il y a des choses où on fait différemment avec Belleville, mais finalement il y a plein de gens comme ça dans le monde classique qui font très bien leur métier, et il ne faut pas aller critiquer ça, loin de là. Donc il y a vraiment un rapprochement super fort. Et voilà, Devatou n'a pas été crié sur tous les toits, j'ai fait ça, et pourtant c'est très bien fait. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que en fait, moi je considère que je suis la dernière pièce du puzzle, et j'aurais jamais pu créer un Belleville. Sans moi, Belleville serait créé, aurait peut-être mis plus de temps, mais il y aurait autant d'impact, question de temps. Et aujourd'hui, en fait, Devatou a plus pour objectif de grandir. Donc on va continuer les acquisitions, mais il faut que c'est des acquisitions qui ont du sens. Alors on n'est pas aussi pointu que toute l'équipe Belleville, donc je veux pas avoir ce rôle-là non plus, et je veux pas le revendiquer. Moi j'apprends tous les jours au contact de toutes les équipes, y compris la dernière personne qui peut être rentrée salariée, mais qui a une vision des choses, qui peut être même en dehors de l'immobilier. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait sans Belleville. Quand tu rentres dans l'immobilier, ton objectif c'est de grandir le plus possible. Si tu es promoteur, de construire le plus de mètres carrés possible à la fin de l'année, et de grandir tous les ans. Quand tu es une foncière, d'avoir le plus de patrimoine possible. Aujourd'hui, de plus en plus, je m'oriente en fait sur des accompagnements de projets de territoire, type foncière de territoire, où Belleville n'a pas forcément sa place, parce que moins d'impact justement sur la programmation ou sur l'usager final, mais où Devatou arrive justement à sécuriser une caisse des dépôts, une collectivité, en disant c'est un acteur privé, donc qui va utiliser les leviers du privé, mais en étant raisonnable sur l'attente financière finale. Donc ça veut dire que le modèle SM, jusqu'à poser des questions sur c'est peut-être le moment de bien faire plutôt que de faire plus. Ouais. Ce que j'aurais jamais imaginé j'ai envie de dire même il y a 2 ans. Hein. Mais toi, la théorie de la décroissance, moi, la première fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit, le mec est timbré. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Et pas pour. Je pense qu'économiquement, même, je suis convaincu de la décroissance. Même pas environnementalement, j'accompagne des entreprises dans le réseau Entreprendre. Quand j'entends le truc en disant, moi, mon objectif à terme, c'est d'exporter, de grandir, etc. Je pose toujours la question, mais pourquoi tu veux faire ça? Et sur Belleville, on a le même sujet, de dire. Je pense qu'on peut avoir une vision de Belleville dans 15 ans à 2000 personnes, une agence dans chaque ville, mais on ne veut pas ça. On espère être un modèle qui va permettre à d'autres personnes je ne vais pas dire de faire ce qu'on fait, parce qu'ils le feront comme ils le feront eux, mais en tout cas... Mais c'est ma question quand même. C'est où vous voyez Belleville dans 5 ans, sous-entendu comment on essaime, c'est-à-dire qu'est-ce qui est c'est quoi la part des 5 mousquetaires là qui font leur modèle et qui inventent un modèle de boîte et un modèle d'action par la boîte, et qu'est-ce qui est réplicable? Nous, alors il y a plusieurs. En fait, déjà la première chose, c'est qu'il faut qu'on sache
où exactement on crée plus d'impact. Qu'est-ce qui fait que quel est l'endroit où on va maximiser, et c'est pas en devenant les plus gros, parce qu'en fait on sera jamais aussi gros que, je sais pas, Nexity, ou tu vois, enfin au final, donc en fait, et d'ailleurs c'est hyper intéressant, je trouve, la discussion là qu'on a, parce que finalement là où on a peut-être le plus d'impact, c'est parce qu'on participe à changer la trajectoire de Devatou un peu, tu vois, et finalement Devatou ils sont beaucoup plus gros que Belleville, donc finalement si Seb il change 5% de Devatou, et ben, donc on dit jamais ça, donc on va nous regarder, nous on va nous titiller sur nos projets, notre mesure d'impact, etc. Est-ce qu'on est bon? En fait, à côté, il y a un mastodonte ou un gros qui est en train de switcher, et donc il y a peut-être plein de gros qui sont en train de switcher, qui peuvent switcher. Il faut qu'ils le fassent sincèrement, ça pour nous c'est une condition. Pour autant, moi je suis persuadé que les gens, et ça on le dit souvent, nous on n'est pas là pour critiquer les autres, etc. Les gens qui composent les organisations, que parfois on critique un peu quand même, mais ces gens-là sont souvent des gens bien, qui ont envie de bien faire, mais qui sont pris dans un système qui malheureusement a été mal constitué depuis le départ, où des sociétés sont prises par des injonctions à aller cracher du dividende, etc. Et du coup, ça peut changer, mais ça va prendre du temps. Et si ces gens-là, donc si on peut inspirer, si on peut participer, si on peut aider à ce que ça change, peut-être qu'on aura plus d'impact. Donc nous, on se voit quand même comme aussi une sorte, à 5 ans, pour répondre concrètement à ta question, il faut qu'on continue à investir, il faut qu'on continue à être une foncière, parce qu'on a besoin de faire, on n'est pas une boîte de conseil, on fait les choses concrètement, on va continuer à tester des choses, on va continuer à défricher en tant que foncière. Donc on a besoin de grandir là-dessus, de continuer à se professionnaliser. Par contre, on va continuer aussi dans 5 ans à capter pour nous-mêmes ou pour d'autres plus de capitaux pour pouvoir aussi répondre au nombre de projets qu'on a devant nous. Mais finalement, ça va surtout servir à ce que l'écosystème dans lequel on intervient, y compris un peu plus classique parfois, j'espère, voit qu'on peut faire un peu différemment, et que finalement, tu peux baisser d'1 ou 2 points ton exigence de rendement, t'en sortiras pas plus mal, tu scieras peut-être pas la branche sur laquelle tu es assis, peut-être tes collaborateurs et tes collaboratrices seront plus heureux et compagnie. Il y a vraiment ça tu disais certains acteurs qu'on peut critiquer, en fait, quand nous on est en face à face avec ces personnes-là, finalement, souvent on se retrouve sur les mêmes sujets. Et sauf que derrière, quand on rentre dans le concret de l'opération, il dit oui, mais moi ma structure elle a besoin de ça, mon actionnaire a besoin de ça. Et finalement, on a eu des exemples où on est remonté du bas de la chaîne jusqu'en haut de la chaîne, et on tape au dernier niveau, on dit non, mais on va faire ça, c'est génial ce que vous faites, mais ça redescend jamais en bas. Et en fait, dans ces organisations-là, potentiellement il y a un poids, il y a des modèles qui existent depuis 40 ans où on ne sait même plus qui a décidé qu'il fallait faire comme ça, mais ça se fait, donc ça on le change. Et genre un des modèles aujourd'hui qu'on est en train de changer sur Belleville, que je trouve assez incroyable, et sur la cartouche on fait pareil. Là tu as parlé des 5 mousquetaires, ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Aujourd'hui notre objectif c'est que ce soit pas nous les 5 mousquetaires qui ont bougé. C'est un truc qui est, moi je trouve surréaliste, et qui est exceptionnel. C'est cette boîte ne nous appartient pas en fait, et on veut le poids du fondateur ne doit pas exister, quoi. J'ai envie de te dire, à la limite les Restos du Cœur, Coluche, il a réussi à faire que c'est plus Coluche le Resto du Cœur. C'est une image, mais sur Belleville on souhaite, et ça c'est en train de se passer, que c'est pas les 5 mousquetaires qui vont faire ce que Belleville sera dans 5 ans. Sur la cartoucherie, là on est en train ça peut être super compliqué pour les porteurs de projets initiaux, de faire qu'aujourd'hui c'est les opérationnels qui sont là, et pas ceux qui ont pensé le projet ou qui sont associés, c'est ceux qui bossent tous les jours au quotidien dedans, qui vont l'adapter et en faire quelque chose de bien. Et on veut pas, toi dans le process, on veut pas nous pouvoir dans 10 ans venir voir avec un gars salarié de Belleville qui fait énormément et dire attends, c'est moi qui décide parce que c'est moi qui ai pensé l'idée la première. Mais c'est la meilleure manière de se tromper finalement, et moi ça je le découvre et je trouve ça exceptionnel. Et c'est la meilleure manière en fait de pérenniser. C'est un chemin qu'on fait, mais Jérémy, faut lui rendre aussi hommage, un de nos associés qui pousse beaucoup ça en interne, mais moins on sera indispensable nous, et plus le projet sera pérenne, parce que si demain on se réveille tous les deux et qu'on en a marre, si on est indispensable, il n'y aura plus de projet. Et c'est déjà de moins en moins le cas, voire plus le cas, ça y est, c'est quasiment le cas. Donc en fait, on a vocation, nous, à court terme, à plutôt sortir, ralentir aussi, montrer qu'on peut ralentir, faire peut-être bosser un peu moins, que tout le monde bosse un peu moins, qu'on gagne en sérénité, et après faire d'autres choses aussi qui nous font kiffer. Ça, j'attends de voir.
ralentir, en faire moins. Ouais, mais regarde, en fait, tu réfléchis dans le modèle. Alors on se dit c'est pas possible, c'est compliqué. Moi je bosse dessus. Non, j'ai juste dit que j'attendais de voir. Et souvent on se trompe de débat. Tu regardes les modèles de boîtes qui passent à la semaine de 4 jours, les gars sont aussi productifs. Donc je pense que c'est un leurre de continuer à faire des semaines de 70 heures. Et normalement, plus on est nombreux, quand on était 5 dans la boîte, 5 associés, alors surtout, comme on l'a pas totalement dit, mais sur les 5 associés, en fait, t'en as 2 qui sont Alexandre et Adrien, qui sont à plein temps sur Belleville, et on est 3 avec des activités aussi à côté, donc qui donnent plus ou moins de temps à Belleville. À ce moment-là, c'est vrai que quand tu as des projets à sortir, les associés représentent X%, à 80% des ressources humaines de la boîte, tu es obligé d'y aller à fond. Là, on est 30. Potentiellement, le poids doit descendre et il faut qu'on soit en plus, qu'on le montre à nos salariés. Et la semaine de 4 jours marche pour beaucoup de sociétés. Moi, j'y crois. On a essayé à Dixit sans trop de succès, mais mais on compte bien y arriver. Je crois que c'est Colibri, je ne sais pas si je me trompe pas, qui fait pas mal de communication aussi pour expliquer comment ça marche. Mais bon, en tout cas, on est en train d'y s'y intéresser et c'est le début. On a plein de trucs sur la planche. Beaucoup de choses déjà faites. On n'est pas en train de parler de projets théoriques. On mettra quelques liens sur le commentaire du podcast, de façon à ce que les auditeurs puissent voir concrètement aussi la forme que ça prend. On l'a bien compris. Ça reste un chemin, une expérimentation et pas encore un modèle. Et peut-être que ce ne sera pas un modèle. Ce ne sera jamais un modèle. Voilà, en tout cas, ce ne sera pas un modèle duplicable ou copléable. Mais en tout cas, peut-être qu'en faisant la preuve par l'exemple, il peut essaimer, donner envie à d'autres, et puis quelque part toucher le système. Et je trouve intéressant à un moment d'avoir des inspirateurs ou des instigateurs extérieurs qui viennent aussi empoisonner les structures existantes et les pousser vers des formes de redirection. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange. On ne manquera pas d'en avoir d'autres, de suivre tout ça et de descendre voir des projets. Et puis bravo. Bravo à tous pour déjà tout le travail accompli. Merci beaucoup. Merci à toi, qui m'a beaucoup inspiré pendant le confinement sur les visios que tu as fait. Donc j'ai beaucoup appris grâce à toi. Tu fais partie de nos inspirations. Ouais. Merci, écoutez.